Bonjour à tous, est-ce que tout le monde nous entend bien? Donc, bienvenue dans ce second webinaire qui porte aujourd'hui sur les GAEC, donc les groupements agricoles d'exploitation en commun, et les SCEA, Sociétés civiles d'exploitation agricole. Donc, deux sociétés d'exploitation qui sont faites pour organiser le travail, entre associés en commun. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de comparer ces deux sociétés, ces deux formes juridiques pour, pourquoi pas, mieux conseiller vos clients agriculteurs sur le choix de la forme juridique pour organiser leur travail. Donc, on va commencer par les présentations. Ophélie nous rejoint bientôt. Donc, je commence. Pauline Triconnet, je suis donc présidente de ce comité agricole qui est finalement un groupe de travail dans lequel on vote, puis développe des thématiques agricoles et on propose des formations destinées aux experts comptables par le biais de webinaires. Donc, ce groupe de travail, il se compose d'experts comptables, mais aussi de notaires, parce que c'est des professions qui sont fortement liées. Donc, Ophélie, qui est dans les bouchons, arrive. Elle se présentera un petit peu plus tard, mais je vais laisser Alain poursuivre. Bien, bonjour, donc moi je suis Alain Mira, j'ai été 42 ans comptable dans un centre de gestion agricole, donc comptabilité, fiscalité agricole et viticole, puisque nous sommes dans la Marne. J'ai été aussi professionnel à l'IDREA pour donner des cours de comptabilité. Donc, je suis là pour vous expliquer un peu certaines choses comptables et fiscales de l'agriculture. Donc, ce webinaire qui porte aujourd'hui sur la SCEA et les GAEC s'insère dans une petite série qu'on a démarrée depuis octobre. Le premier webinaire qu'on a présenté avec Ophélie portait sur l'entreprise individuelle et l'EARL. On a comparé ces deux sociétés. Le replay est disponible sur YouTube ou bien directement sur le site de l'Ordre de Paris. Le prochain webinaire portera sur les nouvelles sociétés pour exploiter et gérer le foncier. Donc, on traitera déjà d'une société commerciale, l'ETA, puis on présentera les GFA, GF et GFR dans 2 semaines. Donc, si vous souhaitez regarder le replay, qu'est-ce que vous y trouverez dans ce premier webinaire? Eh bien, déjà, quelques points de vocabulaire. On est revenu sur des définitions essentielles. On définit le bail rural, le fermage, le métayage, la cession et la mise à disposition. On revient et on explique aussi le fonctionnement de 2 organismes clés. On présente la DDT, donc qui exerce le contrôle des structures, et aussi la SAFER. Donc, dans ce webinaire, on compare également forcément l'entreprise individuelle à l'EARL, leurs particularités au moment de la constitution, la force et faiblesse de chacune de ces formes juridiques, et on parle aussi du chef des transmissions. Donc voilà, le replay est dispo sur YouTube si vous le souhaitez. Et donc dans ce webinaire aujourd'hui, on n'a pas prévu de revenir sur tous ces points de vocabulaire, mais surtout n'hésitez pas dans l'espace chat à nous dire, à nous envoyer un petit message pour nous dire, excusez-moi, rappelez-moi quelle est la définition de tel ou tel point, parce que c'est vrai que parfois on peut peut-être aller un petit peu vite, donc surtout n'hésitez pas à nous couper sur ce point. Donc, pour introduire, déjà en Ile-de-France, on compte environ un petit peu moins de 4500 exploitations. Les formes juridiques sont principalement l'entreprise individuelle, encore 40%, suivi de près de l'EARL, 32%, et on retrouve ensuite la SCEA, donc les sociétés civiles d'exploitation agricole. Il y en a environ 18% en Ile-de-France, qui représente 795 exploitations. Les profils de ces sociétés sont souvent des associés céréaliers et des associés qui sont parfois hors cadre familial. Ce n'est pas forcément des membres d'une famille, des frères et sœurs. Et ensuite, les GAEC, beaucoup moins, 2%, ce qui représente environ 90 exploitations en Ile-de-France. Historiquement, les GAEC étaient surtout à destination des éleveurs. Et peu à peu, l'élevage a migré vers la culture de la céréale.
Et c'est pour ça que les GAEC sont maintenant des profils plutôt céréaliers et encore quelques éleveurs. Et généralement, l'organisation est familiale, c'est une association familiale. Donc le plan, il est simple, 1 GAEC, 2 SCEA. Ophélie vous présentera la SCEA, Alain le GAEC, donc je te laisse poursuivre. Voilà, donc bonjour. Donc moi je vais vous parler de cette subtilité agricole qui est le GAEC. Alors pourquoi un GAEC alors qu'on avait des SCEA ou des SCA, des sociétés SARL éventuellement? Donc il faut se remonter dans l'histoire. En 1962, il y a eu les grandes réformes agricoles pour que la France soit autonome en agriculture, productive et bien organisée, les remembrements, enfin tout ce qui s'est passé dans les années 62. Donc là, en 1965, et toujours avec productivité, souveraineté alimentaire, mais toujours dans un cadre familial, c'était les 3 critères. Donc le monde agricole était un monde assez, j'allais dire, individualiste. Au travail, c'est monsieur l'agriculteur. Et il y avait des sortes d'associations, sociétés de fait, où les gens faisaient des travaux, des choses en commun, mais n'allaient pas jusqu'au statut. Donc, juridiquement, ça tenait plus ou moins bien la route. Et aujourd'hui, les STEF, comme on appelait ça à l'époque, n'existent plus. Donc, en 65, a été voté et créé le GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun, et dans des conditions de travail ou de vente comparables à celles qui existaient dans le cadre individuel et familial. Et le premier GAEC qui a été constitué, comme l'a bien dit Pauline, c'était une exploitation laitière dans les Vosges, le GAEC du Haut-du-Taux, pour réunir des gens qui travaillent ensemble sur des productions laitières. Donc à partir de là, le GAEC a été, disons, une possibilité pour le monde agricole de travailler en commun. Alors la définition, c'est travailler en commun, c'est ni plus ni moins qu'une société agricole dans laquelle société civile agricole, dont l'objet est à 100% agricole obligatoire, tout ce qui est non commerçant par nature est interdit, et la responsabilité est illimitée au niveau de la responsabilité juridique, bien qu'il y ait des évolutions. Et pourquoi des sociétés en agriculture? Parce qu'il y a toujours un problème important, il y a l'exploitation, alors soit céréalière ou animalière, et vous avez aussi le foncier. Quand vous êtes individuel, on met tout dans le même pataquès juridique, et au moins les sociétés permettaient de différencier, de garder le foncier dans le patrimoine privé. Donc le GAEC, société civile, qui permet donc de travailler dans des conditions comparables à celles à caractère familial. Activité agricole donc définie par le code rural, c'est-à-dire pour être agriculteur, il faut être inscrit à la MSA, faire un 3 végétal ou animalier et payer des cotisations sociales et avoir un support foncier. C'est-à-dire qu'il faut produire sur de la terre, soit en détenant la propriété ou par des locations, ou aussi avec une certaine extension sur le support agricole, je pense aux poulaillers, aux choses qui sont dues hors sol. Réalisation d'un travail en commun. On ne peut pas être en GAEC tout seul. D'où plus tard, on verra peut-être dans un autre web binaire, les EARL, qui sont une exploitation agricole, mais dans un cadre sociétaire. Donc, le travail en commun, il faut être au moins 2, 10 maximum, et il faut partager le travail et les contraintes, c'est-à-dire comme toute société, on partage les plus et les moins, mais en équipe. Apport société sans participation de travail, vous ne pouvez pas, c'est interdit. Si vous n'avez pas la compétence agricole, si vous êtes un porteur de part sans travailler dans le GAEC, vous ne pouvez pas. D'où aussi, aujourd'hui, on en verra aussi donc plus tard, les holdings ne peuvent pas se lancer dans le GAEC parce que la holding n'est pas agricultrice. Et puis, c'est un travail à titre exécutif. On ne peut faire que de l'exploitation à titre principal et rien d'autre. Travail exclusif. Tous les associés doivent travailler à 100% dans l'objectif du GAEC. Statut spécifique au GAEC. Donc, et le GAEC, par rapport aux autres sociétés, a cette possibilité, c'est qu'il y a, on appelle ça la transparence. C'est-à-dire que les gens sont en société en GAEC, mais ils gardent leur transparence juridique. Et on verra que tous les plafonds de passage au forfait ou d'aide fiscale sont multipliés par le nombre d'associés, alors que quand vous êtes tout seul,
Bah, il n'y en a qu'un, et quand vous êtes en SCEA, il n'y a que la SCEA qui a le droit à certaines normes. Il n'y a pas de transparence. Donc, les conséquences sont que chaque associé est un exploitant individuel. Donc, la fiscalité, c'est dans un premier temps les bénéfices agricoles, donc imposés à l'IR proportionnellement à ses parts, et le résultat est veut dire affecté chaque année au prorata des parts, après rémunération des associés, évidemment. Les conséquences sociales, chaque associé qui est donc un exploitant agricole cotise personnellement à la MSA sur la quote-part de revenus qu'il dégage du GAEC. Et les aides PAC, donc politique agricole commune, des GAEC sont calculées comme si chaque associé était un exploitant individuel. Donc ça permet de doubler éventuellement. Alors, sous certaines contraintes, il faut faire des démarches administratives, mais les aides PAC peuvent être multipliées par le nombre d'associés exploitants. Et comme on n'a que des exploitants, chaque associé a le droit à ses aides. Donc, les ventilations des différentes natures de revenus en GAEC. Quand vous êtes en GAEC comme en société, je vais dire, c'est pas le GAEC, mais c'est ce qui nous... On va essayer de segmenter le revenu en plusieurs tranches, alors qu'à titre individuel, vous n'avez qu'un revenu agricole. Donc, le GAEC, assimilation, on l'assimile à un exploitant individuel, puisque une fois que les revenus sont affectés à l'associé, il se retrouve avec sa quote-part de revenus. Donc, tous les revenus à l'impôt, enfin, dans l'entreprise individuelle sont regroupés dans un revenu global qui s'appelle BA, bénéfice agricole. Par contre, en GAEC ou en société civile, on va essayer de segmenter. Déjà, on va rémunérer le travail. Donc, on va décider à l'Assemblée générale, les exploitants vont décider de leurs revenus, c'est-à-dire au minimum le SMIC, hein, l'équivalent SMIC, on peut monter à 15 500, 2 000, 3 000, 4 000, un revenu alors, qui doit être cohérent par rapport au travail fourni et qui doit être cohérent par rapport aux moyennes des revenus qu'on trouve en agriculture. Donc, tous les mois, il va être versé 2 000, 3 000 ou 4 000, enfin, ce que l'Assemblée générale a décidé, versé par la société ou inscrit en compte courant associé en fonction de la trésorerie. Inscription en compte courant associé, on en parlera plus tard, mais les comptes courants associés en agriculture, c'est une pièce maîtresse de la gestion fiscale, financière et juridique de la gestion agricole. Donc, les rémunérations du travail mensuelles sont versées par la société en monétaire, en virement, ou alors inscrits en compte courant associé. De ce fait, ça devient des revenus qui sont donc des BA et qui sont soumises à la MSA et à la CG. Comme on a fait une société, alors pour plusieurs raisons, c'est travailler en commun avec son père, avec son fils, avec son frère, avec son copain. Enfin, donc ça aussi un mérite, c'est de partager aussi le savoir, partager le travail, peut-être aussi de réduire les coûts par le fait de réunir des exploitations. Et puis aussi, le fait d'être en société, c'est d'isoler le foncier. Alors, avec des précautions là-dessus, parce que le foncier, c'est quelque chose de très compliqué en agriculture. On en a besoin, on n'en a pas, on le loue, on en a besoin, on doit en acheter, ça coûte cher. Donc souvent, on a toujours tendance à mettre le foncier, à le conserver dans le patrimoine privé. Évidemment, dans ce cas-là, on fait un bail à long terme et on le loue. Donc l'associé A loue à son GAEC ou à sa société un bail rural, soit de 9 ans, soit 18 ans, 18 ans, enfin bail à long terme pour aussi avoir les avantages des transmissions plus tard. C'est traité comme un loyer, donc vous avez un poste 61.3 loyer fermage dans le GAEC qui paye un fermage comme à n'importe quel propriétaire et qui va le verser à son actionnaire propriétaire, soit versé monétairement, soit inscrit en compte comme associé. Et de ce fait, ce revenu foncier va être taxé en revenu foncier comme n'importe quel loyer, imposé donc dans l'IRF pour la 2042, et là, il n'est pas soumis à MSA. Il est soumis à l'impôt sur le revenu, donc la tranche d'impôt où vous êtes, et à la CG, puisque l'État rattrape toujours quelque chose. Mais il ne supporte pas la MSA. Vous avez les comptes courants associés. Donc en agriculture, les comptes courants associés, quand vous faites une société, vous apportez les bâtiments, vous apportez tout ce qui sert à travailler. Mais les stocks en terre, les stocks en magasin ou le cheptel, lui, n'est pas toujours apporté en capital, et apporté en compte courant associé. Donc, ce qui va permettre à l'associé d'avoir un compte courant associé A, très important, qu'il ne peut certainement pas prendre en trésorerie, parce qu'en agriculture, les trésoreries ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on aimerait. Et ce compte courant associé, qui est un prêt de l'associé A au GAEC, va pouvoir être rémunéré. Alors, rémunéré au taux que vous voulez,
enfin des taux qui ne sont pas usuraires évidemment. Et après, il y a la limite fiscale qui va vous dire les comptes courants déductibles, les intérêts de comptes courants déductibles sont sont possibles à hauteur de temps et le supplément est taxé en BA. Et ces intérêts comptes courants associés qui sont une charge pour le GAEC ou pour la SEA deviennent des intérêts de capitaux mobiliers que va déclarer l'associé sur sa 2042, comme il toucherait des intérêts bancaires sur ses placements ou diverses choses qu'il a pu prendre avec ses banques ou ses assureurs. Et une fois que vous avez rémunéré le travail, une fois que vous avez rémunéré le foncier, une fois que vous avez rémunéré les comptes courants associés, donc vous voyez bien, ce sont des charges, des strates de charges qu'on va retrouver dans les postes 6 de la comptabilité, soit versées monétairement, soit inscrits au crédit du compte courant associé. Il va rester en fin de partie la part de bénéfices agricoles que les associés à l'Assemblée générale vont pouvoir se répartir. Et comme on est en BA, il y a une ambiguïté fiscale avec la législation, c'est quand vous êtes à une société à l'IS, il faut attendre que les bénéfices sont taxés dans la société et à l'Assemblée, on ne distribue pas les dividendes qui seront taxés l'année d'après sur la 2042 de l'associé. Et là, on va taxer à la date de clôture les BA, quelle que soit l'affectation qu'en fera l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui statuera dans les 3-4 mois de la clôture, soit les distribuera en compte courant, soit les mettra en réserve ou les mettra en report à nouveau. Et comme nous sommes en bénéfices agricoles, quelle que soit la destination juridique des bénéfices à l'AG, ils seront taxés en BA. Et notre exploitant aura en bénéfices agricoles sa quote-part de BA issue de l'Assemblée générale, plus les rémunérations qu'il a versées durant l'exercice comptable. Et c'est ce qui fera sa part taxable à la MSA. Et bien évidemment, on maintient les régimes agricoles, moyenne triennale, DEP, avantage IA, exonération des plus-values professionnelles, le GAEC permettant de doubler les seuils. Alors, c'est un bon moyen pour pouvoir... Alors, pourquoi il y a de moins en moins de GAEC en Ile-de-France et on voit de moins en moins de GAEC? Parce qu'on a de moins en moins de jeunes qui s'installent avec leurs parents. Aujourd'hui, on commence à avoir des associations entre des non-exploitants et des exploitants. Et puis, Ophélie nous en parlera peut-être l'année prochaine, mais il y a aussi l'intérêt des holdings qui prennent des parts. Parce qu'entre des fois des taxations de 35 et 50% et 15% net, on réfléchit. Je ne dis pas que c'est automatique, il faut le faire, mais il faut y réfléchir. Et on voit que le monde agricole s'adapte à cette situation. Quand vous êtes en GAEC, vous pouvez opter à l'IS. Parce que, en fonction de votre niveau de revenu, en fonction de tout ce que vous voulez, on dit toujours, je suis dans BA, je paye entre 30 ou 40%, plus la MSA, il y a 50% de mon revenu qui part ailleurs et qui ne reste pas dans l'exploitation. Si j'étais à l'IS, c'est 15% jusqu'à une certaine limite. Et beaucoup de gens me disent, entre 15 et 50, l'écart est pour moi. Alors ça, c'est basiquement, peut-être mathématiquement juste, mais ce n'est pas toujours vrai. Par contre, l'option LIS peut être faite. C'est une décision unanime des associés. Il faut que tous les associés signent l'option LIS. Et si un des associés n'est pas d'accord, l'option ne peut pas être prise, parce qu'il faut une décision d'assemblée générale. L'option est irrévocable et on ne peut plus revenir en arrière, puisque une fois que vous êtes à l'IS, vous avez changé de régime et vous avez oublié tout ce qui était BA. Et là, l'avantage, c'est que la rémunération, quand vous êtes à l'IS, vous pouvez gérer votre rémunération des associés, puisque c'est la seule qui sera soumise à la MSA. Et là, on n'aura plus le qualificatif de BA, mais on aura traitement et salaire comme dans les SARL à l'IS ou des choses comme ça. Vous avez à peu près la même configuration. Et j'allais dire, plutôt que d'avoir un revenu BA qui est taxé à la MSA, là, vous choisissez un petit peu le niveau de MSA que vous voulez prendre. Comme vous êtes à l'IS, c'est la société qui supporte l'impôt. Et dans ce cas, la société paiera à la date de clôture 15% jusqu'à une certaine limite, 42 500, à condition que tout le capital soit libéré. Il y a des conditions, mais on va dire que c'est 15%. Aujourd'hui, on parle de la loi de finances qui est applicable, on verra celle qu'on va nous voter, nous dire peut-être plutôt l'année prochaine, on verra bien, et 25% au-dessus. Et là où le piège se referme un peu qu'entre 15 et 50, que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on va distribuer des dividendes. Et quand on distribue les dividendes, donc c'est des revenus de capitaux mobiliers, et puis en fonction de certains critères, ils sont assujettis à la MSA au-delà d'une distribution allant au-dessus de 10% du capital social.
Donc l'IS en agriculture est intéressante à condition qu'on ne distribue pas, ou pas trop, ou plus tard, quand il y aura des déficits ou des choses comme ça. Donc ça se gère. Et étant donné l'éternelle question que les comptables doivent se poser, c'est à quoi sert un revenu agricole? Donc dans l'agriculture, bah, évidemment, un revenu, ça sert à rembourser les emprunts, ça sert à autofinancer les investissements, et ça sert à améliorer le besoin en fonds de roulement. Et une fois qu'on a rémunéré, enfin, une fois qu'on a affecté ces sommes au remboursement d'emprunts, à l'autofinancement et à l'amélioration du fonds de roulement, on n'a plus besoin du reste. Donc, c'est la partie qu'on peut distribuer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans nos sociétés agricoles, rappelez-vous de ce que je vous ai dit à la Constitution, nous avons des comptes courants associés qui sont relativement costauds, qui sont souvent l'équivalent du cheptel des avances aux cultures ou des stocks qu'avait l'exploitant individuel. Eh bien, plutôt que de distribuer des dividendes qui sont soumis à taxation, on peut utiliser le compte courant pour se faire de la trésorerie et faire des retraites complémentaires ou autre chose. Donc, c'est une gestion très intéressante quand on opte à l'IS en agriculture et surtout en GAEC. Optaliès, donc la différence schématique entre l'IR et l'IS. Donc l'IR, principe de transparence. Chaque associé est imposé comme un exploitant individuel dans des bénéfices agricoles. Les aides PAC et les aides JA sont multipliées par le nombre d'associés éligibles du fait qu'on a la qualification JA ou agriculteur. On ne peut avoir que des agriculteurs dans les GAEC, donc tout ça, ça s'arrange. Parce que je reviens au JA, quand vous avez des prêts JA, donc c'est les prêts personnels qu'un jeune agriculteur obtient pour acheter des parts, par exemple, il peut déduire des intérêts de ses bénéfices agricoles qui ne sont pas dans la société. Par contre, quand vous serez à l'IS, vous êtes dirigeant de société à l'IS, vous ne pouvez plus déduire les intérêts de prêt JA, puisque vous n'avez pas de bénéfices agricoles. Vous avez accès, quand vous êtes à l'IR, aux dispositifs qui permettent de réduire, d'étaler ou de reculer l'impôt, la moyenne triennale, les déductions pour épargne de précaution, l'exonération des plus-values professionnelles. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit un peu par avance, reconnaissance fiscale de jeunes agriculteurs avec les abattements, les intérêts d'emprunt et toutes les possibilités que permet ce statut. Par contre, les contraintes, vous êtes imposés au barème progressif de l'IR, donc en fonction de votre revenu, du nombre de parts. Donc votre revenu, il est en agriculture fluctuant, il va et vient, ça dépend des saisons, ça dépend des années. Les cotisations sociales sont sur tout le BA, peu de marge d'optimisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a les rémunérations d'associés plus la quote-part de BA, mais on ne peut pas faire grand-chose sauf des complémentaires retraite ou des choses comme ça. Mais on va dire que ça reste assez limité. Alors qu'à l'IS, le taux d'imposition est fixe 15 et 25%, donc on le sait d'avance, il n'y a pas de. Quel que soit le revenu, c'est 15 et 25. Possibilité de conserver du bénéfice en société, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le bénéfice qui sert comme il sert dans la société, eh bien, autant le laisser, le mettre en report à nouveau ou en réserve, et éviter la taxation et d'utiliser le compte courant associé. Et les cotisations sociales plafonnées, au-delà du plafond de agricole de sécurité sociale, il y a des cotisations supplémentaires, et là, vous pouvez limiter votre revenu pour choisir, en gros, votre retraite, et tout ce qui est au-dessus, qui est cotisation pour la solidarité nationale, reste dans la société. Donc là, on a des moyens d'optimisation. Par contre, l'IS, vous perdez les dispositifs agricoles qui permettent d'étaler ou d'exonérer une partie des résultats. Le jeune agriculteur perd ses avantages juridiques, enfin, pas juridiques, ses avantages fiscaux d'abattement ou de déduction. Et puis, évidemment, les dividendes, une fois que vous les distribuez, mais à l'inverse des BA, on clôture, on taxe, il faut une assemblée générale qui distribue les dividendes et on décale d'un an. Donc, tant que les dividendes restent en report à nouveau ou en réserve, donc ne sont pas distribués, il n'y a pas de taxation au-delà des 15 et des 25. Alors, un petit tableau assez schématique. Vous êtes à l'IR en régime fiscal, donc tout le résultat est imposé. Alors, on a introduit IRPP plus MSA plus CG, donc forte pression fiscale. On arrive pratiquement à un impôt pour un revenu de 50 000 euros, de 25 000 euros, tout prélèvement confondu, donc 50%. Si vous êtes à l'IS, le résultat est distribué. Donc, on a l'IS plus la taxation des dividendes. On n'a pas changé grand-chose par rapport au cas numéro 1 jaune, puisqu'on redistribue et on repasse dans les tranches d'impôt personnels.
Dès qu'on distribue, on retrouve à peu près la même charge qu'hier. Là, je vous passe sur les calculs d'IS, le plafond à 15, etc. Et puis les dividendes avec les taxations, tax flax ou pas, ou le niveau de revenu. Donc tout ça se calcule des sujets, mais la différence n'est pas fondamentale. Et je reviens encore, pas de distribution puisque le revenu est utile pour l'entreprise, mais utilisation du compte courant associé qu'on peut prendre en fonction de la trésorerie, évidemment. Et à l'IS, le résultat n'est pas distribué, résultat imposé en société, 15% jusqu'à 42 500 et 25 au-delà. Faible imposition tant que le résultat reste dans la société. Réinvestissement, remboursement du compte courant associé ou achat de terre, tout dépend de ce qu'on veut faire de la trésorerie qui reste et de l'autofinancement qu'on dégage. Donc avant de poursuivre, Ophélie a pu nous rejoindre. Bonjour à tous, pardon pour mon retard. Je te laisse te présenter. Oui, pardon, merci pour la petite transition. Donc Ophélie Delmotte, je suis notaire à Épernay dans la Marne et donc spécialisée en droit rural. Donc on accompagne nos clients dans tout ce qui est transmission d'exploitation familiale ou à des tiers. Voilà, donc c'est vraiment notre spécificité. Et du coup, je vais vous parler de la SA aujourd'hui, mais je vais laisser peut-être Alain terminer sur son cas pratique. Merci Ophélie. Alors, et bienvenue. Merci. Alors, je le présente et je vous laisse compléter. Donc, un cas pratique, les frères Martin qui exploitent en GEC et qui souhaitent intégrer un des fils qui est non exploitant. Deux frères, Jacques et Jean, détiennent le GEC Martin à 50-50 chacun. Jacques a un fils, Louis, qui est ingénieur, autre qu'en agricole, donc il n'a pas la capacité agricole. Et Jacques aimerait prendre sa retraite d'ici environ 4-5 ans. Et bien, pour intégrer le fils Louis, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, le principe même du GEC, c'est qu'il faut une participation effective au travail sur l'exploitation. Ce travail, il doit être fait à titre principal, sinon l'agrément donné par la DDT sera refusé. Et dans ce cas-là, l'intégration de Louis sera impossible. Une solution serait de passer du GEC à la SCEA. Ce sera un outil de transition juridique temporaire parce que la SCEA accepte les associés non exploitants. Ce qui pourrait être fait, c'est que le père, Jacques, transmette déjà 10-15% de ses parts à son fils, ce qui lui permettrait de dégager du temps pour se former et acquérir la capacité agricole s'il le souhaite. Alors, cette capacité, il peut l'avoir soit par diplôme ou bien au bout de 5 ans en tant qu'associé dans la SCEA. Associé exploitant. La répartition de la SCEA, elle pourrait être faite comme ça, 40% le père Jacques, 50% l'oncle et 10% Louis. La deuxième étape, ce serait au moment de la prise de retraite du père. Quand elle sera faite, eh bien, le fils, Louis, aura obtenu la capacité professionnelle. Il sera alors associé exploitant, ce qui viendra changer son statut social. Il pourra alors avoir accès au DGA, aux aides à l'installation, au crédit agricole et aussi à la MSA. Il n'y a plus d'image. Attendez, je reprends tout de suite. C'est le cas pour tout le monde? C'est le cas pour tout le monde ou... Je vous laisse nous dire dans la partie chat. C'est plus simple sous les yeux. Je vois l'image. D'accord. Il faut rafraîchir. Merci. Ok. N'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas ou vous ne voyez pas. Oui. Ok. Très bien. Donc, quand Louis aura acquis ce nouveau statut, eh bien, la transmission sera largement facilitée du père au fils, qui pourra alors transmettre l'ensemble de ses autres parts. Oui. La troisième étape, ce serait l'arrivée de Louis à la place de son père, donc il serait donc à cette fois-ci 50-50 avec son oncle. Et ensuite, à terme, si l'oncle souhaite prendre sa retraite, eh bien, alors il pourrait racheter les parts de son oncle. Il serait alors à 100% dans la SCEA, ce qui est interdit. Et dans ce cas-là, il faudrait basculer sur une ERL unipersonnelle. L'avantage de ce système,
il y en a pas mal. Déjà, d'un point de vue juridique, on l'a vu, la SCEA, c'est donc l'outil de transition. Ça permet la continuité de l'exploitation, des baux, des contrats, des aides par rapport à la DDT. Eh bien, généralement, elle est favorable sur ce montage parce que la transmission, elle est progressive, il n'y a aucune rupture de l'exploitation, donc ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là. Du point de vue de la SAFER, il s'agit d'une cession intrafamiliale du père vers le fils. Donc dans ce cas-là, la SAFER ne préempte pas, mais il faut dans tous les cas qu'elle soit informée. Et ensuite, s'il y a un rachat des parts de l'oncle vers lui, eh bien, il faut qu'il y ait une notification forcément préalable à la SAFER. Ensuite, d'un point de vue fiscal, la transformation, il y a une poursuite de l'activité. S'il y a une poursuite de l'activité des associés et des biens, et que tout reste inchangé, eh bien, il y a une neutralité et dans ce cas-là, il n'y a aucune particularité fiscale. Donc, aucun problème là-dessus. La transmission est progressive et donc la répartition des revenus peut l'être aussi. Ensuite, d'un point de vue familial, qui dit transmission progressive dit apprentissage progressif. Donc, c'est peut-être moins troublant pour l'organisation de la famille et de la société. Tout se fait au fur et à mesure. Ensuite, le père peut d'ores et déjà contrôler temporairement la gestion et les décisions stratégiques pour accompagner son fils. Et ensuite, eh bien, les statuts vont encadrer les relations familiales futures avec des clauses d'agrément, des modalités de retrait, pourquoi pas des droits de préemption familiale, ce qui limitera les conflits à terme. Et la bonne transition, du coup, pour la SCEA. Donc, Alain vient de vous parler du GAEC. Moi, la dernière fois, je vous avais parlé de l'ERL en comparaison à l'entreprise individuelle et la démonstration, c'était de dire que finalement, les sociétés étaient peut-être un bon outil pour gérer son entreprise, la transmettre ensuite et qu'il y avait une certaine souplesse même dans le fonctionnement. On avait vu donc, que l'ERL avait certains avantages. On avait comparé d'ailleurs l'ERL aux autres structures, donc le GAEC, vous venez de le voir, le GAEC c'est une structure qui présente des avantages fiscaux, des avantages d'un point de vue EdPAC, mais avec beaucoup de contraintes malgré tout et une certaine rigueur d'un point de vue administratif. Avec un agrément, on ne peut pas exercer d'autres activités parallèlement. Donc c'est vrai qu'au final, le GAEC, c'est une forme qu'on rencontre de moins en moins souvent. Et donc, on avait aussi rapidement parlé de la SCEA. Donc, ça va être le sujet que je vais vous développer là ce matin. Et la SCEA qui, du coup, au contraire du GAEC et même finalement de l'ERL, est une structure qui présente énormément de souplesse puisqu'il y a très peu de règles, de contraintes, tant sur la constitution que sur le fonctionnement. Et donc voilà, donc en général, le choix se reporte soit entre le RL et la SEA dans nos pratiques, sauf des cas très particuliers dans lesquels on va finalement créer des GAEC. Et du coup, le choix de l'ERL ou de la SEA se fait en fonction de différents critères, du nombre d'associés. On l'a vu, le RL, c'est la seule structure qui permet d'avoir un seul associé. En revanche, si j'ai une société, un associé, personne morale, qui souhaite participer, prendre des parts, là, on n'aura pas d'autre choix que d'opter pour la SCEA. Donc, notre choix, il est un petit peu guidé comme ça dès le départ, en sachant que voilà, si vous choisissez de créer une ERL, on peut très facilement basculer en SCEA, il n'y a aucune conséquence fiscale ou autre. Donc, voilà, ça nous arrive aussi parfois de faire la bascule entre les deux, ou de SCEA à ERL, pour s'adapter du coup à la vie des associés et à l'évolution de l'exploitation. Donc voilà pour cette introduction, si je peux dire. Donc, pour la SCEA, comme on l'a vu rapidement, ses caractéristiques principales, donc c'est une société civile d'exploitation agricole. Les sociétés agricoles sont toujours des sociétés civiles, puisque les actes agricoles sont des actes civils et non commerciaux. La SCEA donc, doit être constituée cette fois-ci par 2 personnes au minimum. Donc il faut deux associés, contrairement à l'ERL, comme on l'a vu, où un seul associé est nécessaire. Et on peut avoir des personnes physiques ou des personnes morales, ce qui n'est encore une fois pas le cas en ERL.
Petite règle un peu particulière sur la composition du capital, la répartition des parts. Si vous avez des baux ruraux consentis à nos associés personnes physiques qui mettent à disposition donc, au profit de la société, le code rural nous dit que le capital social doit être détenu en majorité par des personnes physiques en cas de mise à disposition de baux. Donc ça, c'est la règle. Et en 2014, je crois, il y a eu un petit assouplissement puisqu'on nous dit qu'on peut malgré tout avoir une société holding qui détienne par exemple 99% des parts si les propriétaires, les bailleurs, ont autorisé la mise à disposition du bail au profit de la société détenue en majorité du coup par une personne morale. Donc en pratique, cette règle, on s'aperçoit qu'elle est assez peu connue ou peu pratiquée. Nous, c'est vrai qu'on a parfois des montages qui font qu'on n'a pas d'autre choix d'avoir une holding avec un maximum de parts détenues par cette fameuse société holding à l'IS. Et donc, tout simplement, il faut avoir cette démarche d'aller voir ses propriétaires, de leur expliquer qu'on a toujours le bail au nom de la personne physique, ça ne change pas, parce que bien souvent, il y a un peu l'amalgame avec le bail au nom de la société, ce que les propriétaires n'aiment pas trop en général. Et voilà, c'est juste une question d'organisation dans la structure, mais que ça ne change rien au bail. Donc c'est important parce que ça peut être un motif de résiliation du bail, donc il faut faire très attention à cela. Contrairement aux ERL, hein, c'est toujours en comparaison hein, pour que vous puissiez bien comprendre, il n'existe aucune autre règle de détention du capital. C'est-à-dire qu'en ERL, les associés qui sont exploitants, qui exercent leur activité au sein de la société, doivent détenir au moins 51% du capital. En SCA, il n'y a aucune règle, donc l'associé exploitant peut détenir une part et le reste du capital peut être détenu par des associés non exploitants ou une société personne morale, comme on vient de le voir. Le gérant, de la même façon, n'est pas obligatoirement un associé de la société. Donc ça, c'est aussi très souple, puisqu'en ERL, souvenez-vous, le gérant doit être associé exploitant. Et enfin, dernière particularité, la responsabilité des associés est illimitée. C'est-à-dire que voilà, ils engagent leur responsabilité, non pas, elle n'est pas limitée au montant de leurs apports, mais elle est indéfinie. Donc voilà, si un créancier poursuit la société, il peut aussi s'attaquer entre guillemets aux associés sans aucune limite. Et là encore, ça s'oppose à l'ERL, puisque en ERL, les associés ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports. Mais encore une fois, souvenez-vous, pour ceux qui étaient présents la dernière fois, on avait vu que cette règle, elle était souvent mise à mal, puisque les associés, notamment les gérants, souvent se portaient caution des engagements de la société, donc finalement la responsabilité n'était plus limitée. Donc l'intérêt de la SEA a une grande souplesse dans le fonctionnement, dans la création, puis après on le verra dans le fonctionnement de la société. Et on retrouve toujours cette même facilité de transmission. Pauline vient de nous donner un exemple, puisqu'en société, on peut transmettre son exploitation de manière échelonnée. On peut y associer un conjoint, des enfants. Voilà, on n'est pas obligé de tout transmettre d'un coup. Donc ça, c'est le grand avantage, contrairement cette fois-ci à l'entreprise individuelle. Donc pour la constitution de la société, c'est assez simple. On l'a vu au niveau donc, de la détention du capital social, 2 associés minimum, majeurs ou mineurs. Alors même si ce n'est pas forcément conseillé en raison de la responsabilité illimitée, personne physique ou personne morale. Et on retrouve associés, donc les associés exploitants ou non exploitants, sans aucune restriction. Voilà, il faut simplement un associé exploitant malgré tout dans la société. Et attention à cette règle de mise à disposition des baux dont je viens de vous parler. L'objet social, donc la SEA, c'est un objet agricole, un exercice d'activité civile donc agricole, mais la SEA peut aussi avoir d'autres activités, donc, par exemple la location d'immeubles. Elle peut aussi, la société, la SEA, prendre des participations dans d'autres sociétés, ce qui n'est pas possible en ERL. L'objet est très strictement limité à l'exercice d'activités agricoles. Cette société peut aussi exercer des activités commerciales à condition qu'elles soient accessoires. Et on retrouve cette limite, peut-être qu'Alain vous en a parlé, mais cette limite pour la fiscalité, puisque les activités commerciales accessoires vont se rattacher fiscalement aux bénéfices agricoles de la société, avec la double limite du chiffre d'affaires, 100 000 € et 50% du chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est possible ici avec cette limite-là, sinon on bascule à l'impôt sur les sociétés. Sur le montant du capital, il n'y a aucune règle. Encore une fois, je raisonne, le RL, on a un capital social minimum de 7 500 €. Là, il n'y a pas de règle minimum, donc
voilà, c'est au cas par cas. Et pas de règle non plus sur les apports, donc on n'a pas besoin de commissaire aux apports ou ce genre de choses pour venir évaluer les apports en nature. Le foncier, donc, ce qui est toujours le nerf de la guerre dans la partie agricole, on retrouve toujours ces différents types de baux, de mise à disposition, voilà, donc ces modes de faire valoir, ces différents modes de faire valoir. Donc on a soit le foncier qui est directement détenu par la SCA et exploité par cette dernière. Bien souvent, quand c'est le cas, nos clients s'interrogent toujours sur le bénéfice de la détention de foncier directement par la SCA. Donc bien souvent, on aime bien distinguer le foncier de la partie exploitation. Sauf qu'en pratique, en fait, on s'aperçoit qu'on en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand votre propriétaire vend son foncier et que vous êtes locataire à titre personnel, ben on s'aperçoit que c'est plus simple de le faire acheter par la société qu'à titre perso, pour des raisons de fiscalité, de remboursement de prêts, etc. Et aujourd'hui, la transmission du coût de ce foncier se fera au travers des parts de la société, avec 75% d'abattement. C'est le dispositif du trait qui s'applique. Donc il y a aussi quand même des avantages à pouvoir détenir son foncier directement par sa société. Et pas de panique, puisqu'on peut aussi le ressortir de la société. Au bout de 15 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value, donc on peut aussi le ressortir. Ça m'est arrivé dans un dossier de transmission aux enfants. Il y avait une grosse partie du foncier donc, qui avait été acquis au fur et à mesure par la société. Et les parents donc, prenaient leur retraite, souhaitaient avoir malgré tout des revenus complémentaires avec des fermages. Donc on a fait une réduction de capital, on a ressorti une partie du foncier et sans aucune fiscalité. Et donc ça permettait aussi de rendre la transmission moins onéreuse et donc c'est tout à fait possible. Et en complément à ce que dit Ophélie, évidemment, réduction du capital social et utilisation des comptes courants associés qui sont positifs et qu'on n'arrive pas à sortir en monnaie. Et le foncier peut être aussi un moyen de régler le capital foncier à terme. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc détenu directement ou alors loué au profit de la société. Donc vous avez un bail cette fois-ci fait au nom de la société, que ce soit par l'associé en tant que tel ou par un tiers. Et enfin, le fameux bail ensuite consenti à la personne physique, à l'associé exploitant, qui lui-même va le mettre à disposition au profit de la société. Donc ne pas oublier de bien informer le propriétaire, quand c'est le cas, que vous mettez votre bail à disposition au profit de la société. Point d'alerte aussi, je m'aperçois très souvent que les associés exploitants propriétaires de leur foncier ne pensent pas forcément à faire de bail au profit de la société, parce que bien souvent, ils étaient eux-mêmes titulaires d'un bail, et puis ils ont acheté le foncier auprès de leur propriétaire, et ont oublié de refaire un bail au nom de la société, alors ce qui est dommage, puisque en cas de transmission, on ne bénéficie pas d'exonération de bail à long terme. Nous, souvent, on fait des audits un peu en cas de transmission pour bien vérifier qu'il y ait bien des baux. Et sinon, on les met en place au profit de la société, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Donc voilà, le foncier, c'est toujours un peu les mêmes points d'alerte. Ensuite, donc, lors de la constitution d'une SCA, Pauline, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a deux sujets administratifs, c'est la SAFER et le contrôle des structures. Donc le contrôle des structures, eh bien, quand je crée une société qui va exploiter telle surface, il faut que la société soit autorisée à les exploiter. Donc, il y a un dossier à déposer à la DDT et un agrément obtenir du préfet. Alors, c'est le principe, il y a des petites exceptions. Mais voilà, il ne faut pas louper cette étape pour en tout cas vérifier s'il y a besoin d'un agrément ou non. Et enfin, donc, deuxième point, c'est la SAFER. Donc la SAFER, elle peut aussi avoir un droit de préemption ici, puisque en créant votre société, si vous apportez par exemple des bâtiments, si vous apportez du foncier, eh bien, vous allez devoir notifier le droit de préemption à la SAFER à cette occasion. Voilà. Bon, en général, il n'y a pas trop de difficultés dans ce genre de schéma, il n'y a pas de préemption. Il existe aussi des possibilités de dévier un peu de ce droit de préemption. Donc voilà, la question de la Constitution, on va dire que ce n'est pas un sujet. Et enfin, donc après, il n'y a pas d'autre chose particulière. Hein. La rédaction des statuts, elle est assez souple. Les droits de vote, etc., tout ça, on a vraiment une grande souplesse, on va le voir dans un instant. Et puis après, les formalités de publicité auprès du greffe et autres, du grand classique aussi, donc pas de choses particulières par rapport à d'autres sociétés. Ensuite, donc, sur le fonctionnement en tant que tel de la SCA, donc, on a un gérant qui représente la société, comme dans toute société, et comme on l'a vu, très peu de contraintes sur le choix du gérant. Et de la même façon, il n'y a pas de rémunération minimum à lui attribuer, contrairement au gérant d'une ERL qui doit avoir une rémunération minimum. Concernant les décisions collectives et tout ce qui est de droit de vote,
Droit des associés, on n'a aucune règle particulière non plus qui s'applique pour les SEA, donc il y a une grande souplesse, on peut les définir un peu comme on le souhaite dans les statuts. Donc ça, c'est aussi du cas par cas en fonction de la répartition du capital. Est-ce que je prévois un droit de vote aux 3/4, à l'unanimité, à la moitié seulement? Ça, voilà, c'est du cas par cas et pas de contrainte. Sur les cessions de parts sociales aussi, hein, pas de sujet, on peut prévoir un agrément ou non, en famille ou non, enfin, vous faites un peu comme vous le souhaitez. Et les droits des associés, donc c'est toujours le même principe, un droit à avoir une part dans le résultat, droit de vote, enfin voilà, tous les droits classiques. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet puisque c'est sensiblement la même chose que pour tout ce qui concerne même les sociétés commerciales ou autres. Et enfin, donc, on retrouve les causes de dissolution prévues dans le Code civil qui s'appliquent aussi à la SCA. Et là, contrairement aux ERL, il n'y a pas de règles particulières en plus, puisque par exemple en ERL, si on ne respecte plus les conditions de répartition du capital détenu par des associés exploitants à hauteur de 51%, ça peut être une cause de dissolution. Ici, on a beaucoup de souplesse en SCA, donc on ne retrouve pas du coup ces contraintes de dissolution ici. L'origine fiscale ensuite de la SCA, c'est une société civile qui est soumise de plein droit à l'impôt sur le revenu, comme toutes les sociétés civiles agricoles, et elle peut opter à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, pas de particularité, je crois qu'Alain, tu viens d'en parler assez longuement. On peut avoir des opérations accessoires commerciales qui sont rattachées aux bénéfices agricoles, on l'a déjà vu aussi dans certaines limites. Donc voilà, une souplesse aussi à ce niveau-là. Donc c'est aussi du cas par cas, on rencontre tant des sociétés soumises à l'IR qu'à l'IS, ou alors vous allez retrouver le schéma un peu plus aussi classique de la SCA qui est à l'impôt sur le revenu, détenu du coup par une holding à l'IS, qui permet de fiscaliser à l'impôt sur les sociétés une grande partie du résultat. Quand vous effectuez vos apports aussi à la constitution de la société, il y a une fiscalité qui peut s'appliquer. Alors, le volet droit d'enregistrement, toujours, et puis le volet plus-value. Donc, c'est vraiment les deux volets fiscaux importants. Pour les droits d'enregistrement, on a encore la distinction des apports à titre pur et simple, des apports à titre onéreux, avec une exonération de droit ou une fiscalité qui s'applique, en sachant qu'il y a également, encore une fois, ici, une souplesse, puisque on peut faire tous ces apports en exonération de droits d'enregistrement. Voilà, il y a des dispositifs spécifiques qui s'appliquent ici et qui permettent parfois de réaliser des créations de sociétés en toute exonération de droits. Et sur la partie plus-value, et bien là aussi on retrouve certaines options fiscales qui permettent de créer une société en exonération de plus-value, ou en tout cas avec un système de report de plus-value. Voilà, c'est toujours le seuil chiffre d'affaires inférieur à 350 000 € qui nous permet de transférer mes éléments d'exploitation individuelle à société sans fiscalité, ou alors j'apporte mon entreprise à société, j'opte pour ce qu'on appelle l'article 151 octies du Code général des impôts, qui permet de placer toutes mes plus-values en report avec une réincorporation sur 5 ou 10 ans des plus-values afférentes aux éléments d'actifs amortissables. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se pose toujours ces questions-là au moment de la création de ma société. Est-ce que je suis éligible à tel ou tel dispositif et quelles sont les conséquences fiscales? Donc voilà pour les plus-values liées aux apports et les droits d'enregistrement. Encore une fois, on a un temps assez limité, donc je ne rentre pas dans tout le détail, mais ce sont vraiment des points d'alerte à avoir. Et nous-mêmes, on se repose la question, on va vérifier, on va rechercher à chaque fois qu'on crée des sociétés pour voir si on remplit bien toutes les cases. Le dernier volet important, c'est tout ce qui concerne la transmission de la société en tant que telle. Alors, d'un point de vue civil et d'un point de vue fiscal. D'un point de vue civil, juridique, donc c'est vérifier les agréments qui figurent dans les statuts de la société. Comment dirais-je, donc c'est mes transmissions en une ou plusieurs étapes. Donc ça, on l'a vu, c'est vraiment souple, on l'adapte comme on le souhaite. On a la partie administrative avec de nouveau la SAFER et le contrôle des structures. Alors le contrôle des structures, eh bien, si je transmets la société à un tiers, celui-ci devra être autorisé à son tour à pouvoir exploiter du coup les terres mises en valeur par la société. Donc dès qu'il y a une cession de part sociale, il faut aussi se poser la question de l'autorisation d'exploiter. Et donc d'un point de vue SAFER, c'est la fameuse loi Sempastous qui vient du coup ici s'appliquer, une loi qui est assez récente,
puisque avant cette loi qui doit dater de 2023, dès qu'on avait une cession de part sociale, on avait une simple information à donner à la SAFER, sauf si vous cédiez 100% de vos parts, auquel cas on ouvre un droit de préemption. Là aujourd'hui, que je cède soit toutes mes parts ou soit une partie de mes parts, j'ai donc parfois le droit de préemption, mais j'ai aussi un contrôle, un nouveau contrôle exercé par la SAFER. Donc si je transmets la majorité de mes parts à une personne et qui va se retrouver à exploiter une certaine surface, je dois avoir l'agrément du préfet qui du coup se positionne sur avis de la SAFER. Donc concrètement, j'ai tout un dossier à remplir sur les caractéristiques de mon exploitation. J'ai aussi tout un volet sur ce qu'exploite déjà mon cessionnaire, donc la personne qui va acheter les parts sociales. Je transmets ce dossier à la SAFER. Soit je suis en dessous des seuils du département, enfin, ou de la région. Dans ce cas-là, la SAFER n'a pas. Enfin, c'est déclaratif, c'est une simple information. Si je suis au-dessus des seuils, eh bien, la SAFER va donner un avis négatif ou positif. Elle va transmettre ensuite le dossier au préfet qui va du coup se positionner. Donc, soit c'est un refus, soit c'est un refus, mais moyennant compensation. C'est-à-dire qu'on va vous dire, très bien, on vous laisse reprendre telle part de société, exploiter cette surface-là, mais en contrepartie, vous nous laissez telle surface. Voilà, on considère qu'en gros, vous avez trop de surface et qu'il faut en rétrocéder une partie. Donc, c'est vraiment nos points d'alerte importants et c'est souvent un gros travail en amont parce qu'on va réfléchir avant, bien sûr, à la manière dont on va préparer notre dossier. Soit on rencontre la SAFER en amont pour déjà savoir comment ça va se passer, parce que sinon on part sur des délais vraiment qui peuvent être très longs. Là, le délai normal, c'est 4 mois, on peut aller jusqu'à 9 mois. Donc quand on veut transmettre son entreprise, il faut s'y prendre un an et demi en avance pour anticiper ces sujets-là en fonction de la qualité de mon repreneur. Après, si j'ai un jeune qui s'installe, souvent ça ne pose pas de difficulté, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc bien réfléchir à tout ça en amont pour l'anticiper et faire en sorte de rentrer dans les délais qu'on s'était fixés. Donc voilà pour la partie juridique et administrative. Et puis après, vous avez toute une partie fiscale qui est aussi importante, avec donc, le sujet des droits d'enregistrement. De nouveau, c'est la fiscalité qui doit être acquittée par l'acquéreur. Donc une cession de part sociale de SCA, c'est 125 € de droits d'enregistrement, donc il n'y a pas trop d'enjeux, mais à condition que la société existe depuis 3 ans. Voilà, donc, bien souvent, c'est le cas. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, c'est la fiscalité de droit commun qui s'applique, donc 3% de droit d'enregistrement avec un petit abattement. Et enfin, donc, sur l'impôt sur la plus-value, deuxième volet important qui concerne cette fois-ci le cédant. Donc là, très important, il faut aussi vérifier à quelle sauce le cédant va être mangé. Donc pour ça, on regarde toujours la qualité du cédant, est-ce que je suis associé exploitant ou non exploitant, et le régime fiscal de ma société, IR, IS. Et en fonction de ces différents critères, eh bien, on va soit relever du régime des plus-values professionnelles ou soit du régime des plus-values privées. Parfois, on a même ces deux régimes qui vont se cumuler parce que je peux aussi avoir exercé mon activité, avoir pris ma retraite à un certain moment et céder mes parts 10 ans après. Donc, je regarde toute l'antériorité pour ne pas louper une option fiscale ou un report de plus-value. Donc voilà, régime de plus-value professionnelle. Alors, soit je suis taxable au plus-value professionnelle, c'est 17,2 et 12,8, 30%, je ne me trompe pas. Soit je peux bénéficier d'un système d'exonération sur la plus-value en fonction du montant du chiffre d'affaires. Alors, petite nouveauté aussi, si vous avez un jeune agriculteur qui reprend vos parts sociales, ce seuil, il est rehaussé à 450 000 €. J'ai eu l'occasion de le pratiquer dans un dossier. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez avantageux pour notre cédant. Donc, on va regarder sa quote-part dans le chiffre d'affaires de la société, donc sur les 2 dernières années. Et on va regarder si c'est en dessous de 350 000 ou 450 000 € en moyenne. Et si c'est le cas, évidemment, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Si ce n'est pas le cas, on va regarder s'il prend sa retraite, s'il est éligible au système d'exonération partielle des plus-values pour cause de départ à la retraite. Donc, dans ce cas de figure, on est exonéré d'une partie d'impôt, il nous reste uniquement les prélèvements sociaux. Et enfin, on a aussi un système de report de plus-value qui s'applique cette fois-ci dans le cadre d'une donation, uniquement d'une donation, qui permet de reporter la plus-value. Donc, c'est l'enfant donataire qui va supporter, on va dire, le point de l'impôt. Et si lui-même revend ses parts, il sera redevable du coup de l'impôt que ses parents auraient dû payer. Sauf qu'au bout de 5 ans, cette plus-value, elle est totalement purgée, donc il est tranquille. Voilà, donc c'est quelques exemples de report ou
le système d'exonération de plus-value. Et encore une fois, c'est du cas par cas. Et c'est pour ça que parfois on peut faire des choses de manière un peu échelonnée pour voilà, jouer un peu sur cette fiscalité et ces quotes-parts de chiffre d'affaires. Et les plus-values privées s'appliquent à nos associés qui ne sont pas exploitants. Et là, bien, c'est la flat tax qui vient s'appliquer les 30% d'imposition. Donc voilà pour cette partie fiscale de la SCA. Donc je vous ai globalement résumé le régime de la SCA, hein, vous le voyez assez souple. En cas de mise en société, donc, que ce soit pour un GAEC, pour une SA ou une ERL, il faut donc contrôler bien sûr l'état civil, les capacités des associés. Toutes les clauses des statuts qui vont dépendre aussi un peu du choix de la forme sociale. Voilà, contrôler les apports qui sont effectués. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'un commissaire aux apports ou non? La fiscalité afférente à cette création de société. Les conditions de mise en valeur des biens qui appartiennent aux associés. Donc, est-ce que j'ai un bail? Est-ce que j'ai pas de bail? Est-ce que je dois mettre à disposition un bail? Dans ce cas-là, informer le propriétaire extérieur. Et donc, voilà, comme je vous le disais, hein, toutes les conséquences fiscales importantes. Et puis après, les règles des statuts, c'est du cas par cas. Les circonstances et l'association que l'on met en place. La dernière fois, on avait commencé à aborder un peu le fonds agricole et le bail cessible. On est arrivé un petit peu au bout de du temps qui nous était imparti, donc j'en avais rapidement parlé. Je me permets de toucher de nouveau quelques mots parce que c'est un sujet important et qu'on rencontre énormément en pratique. En parallèle donc, de nos exploitations individuelles et de nos sociétés agricoles, s'est mis en place un système donc, de fonds agricoles et de bail cessible que l'on pratique de plus en plus dans le cadre de cession d'exploitation agricole. Alors pourquoi? Parce que bien souvent, soit donc je cède mes parts de société, et parfois on s'aperçoit qu'il peut aussi être intéressant que ma société donc, cède des actifs à mon preneur. Donc ça peut y avoir des avantages pour le cédant, mais surtout pour le preneur qui va pouvoir réamortir du coup de son côté tous ces éléments d'actifs. Sauf qu'il faut aussi valoriser le droit au bail. Et là, au cas présent, jusqu'à il y a quelques années, eh bien, on n'avait pas de quoi le valoriser parce que c'était interdit de valoriser un bail rural. Donc, il y a à peu près 18-20 ans, ça devait être 2006, je crois, on est venu mettre en place donc, tout ce qui est fonds agricole et baux cessibles hors cadre familial pour justement pouvoir valoriser ces baux cessibles. Alors, comme toute nouveauté, au début, personne ne le pratiquait parce que c'était un petit peu flou et on attendait toujours que quelqu'un s'y mette pour pouvoir s'y mettre ensuite. Et là, depuis 4-5 ans, on en fait de plus en plus. Et ça présente de gros avantages parce qu'on peut mettre une valeur sur notre bail en toute sécurité pour notre repreneur. Donc, il y a une grande sécurité pour le repreneur. Donc, un fonds agricole, eh bien, c'est une sorte de coquille vide que l'on peut créer très facilement auprès de la Chambre d'agriculture. C'est un formulaire à compléter. Et donc, c'est soit une société, soit un entrepreneur individuel qui peut créer ce fonds agricole, qui ensuite va être cédé et qui va être constitué du coup de matériel, de vos ZPAC, hein, vos DPB, drainage, amélioration du fonds et de notre droit au bail. Donc le schéma un petit peu classique, hein, cet après-midi par exemple, j'ai un rendez-vous, d'autres exploitants veut céder son exploitation, il a une SCA, donc il veut céder à 2 personnes distinctes, donc ça nous arrange bien, on va créer 2 fonds agricoles au sein de la SCA. Il détient tout son foncier, donc il va consentir 2 baux cessibles à sa société, donc cessibles hors cadre familial, et notre société ensuite va pouvoir elle-même vendre ces 2 fonds à nos 2 repreneurs et céder ces baux en leur donnant une valeur. Donc ça donne une certaine souplesse parce que si on n'avait pas eu ce fonds agricole, on aurait été un petit peu embêté et on n'aurait pas pu faire ça de cette façon-là. On aurait eu que la société à céder, enfin ça aurait été un peu plus compliqué. Donc voilà pour le fonds agricole. Le bail cessible, donc c'est un outil qu'on utilise de plus en plus dans les baux ruraux. Enfin, c'est un bail de 18 ans minimum qui peut donc être cédé librement par le preneur en place. Il doit simplement informer le propriétaire de la cession. Le propriétaire a éventuellement 2 mois pour s'y opposer, mais avec un motif légitime. Donc en pratique, on le voit assez rarement. Et l'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il peut majorer son fermage de 50%. Et surtout, il peut aussi récupérer son bail à chaque échéance. Il peut délivrer un congé sans avoir à justifier d'aucun motif, ce qui n'est pas du tout possible avec les autres baux ruraux classiques. La contrepartie, c'est qu'il doit indemniser du coup le locataire sortant pour
pour que celui-ci puisse se réinstaller de la même façon par ailleurs. Et alors ça, c'est la seule inconnue aujourd'hui, puisque tous nos baux là, arrivent globalement à échéance, les premiers qui ont été constitués depuis 2006. Donc on ne sait pas trop encore s'il y a eu des congés délivrés et comment ça a été calculé. On pourrait imaginer qu'on le prévoit d'ores et déjà dans le bail, dès la signature du bail, cette méthode d'indemnité. Bon, je ne le conseille pas forcément parce qu'en 18 ans, tout peut évoluer. Aujourd'hui, on a des prix de cession qui peuvent varier d'une région à l'autre, mais qu'on retrouve fréquemment dans les dossiers. Dans 18 ans, je suis incapable de vous dire comment tout cela évoluera, donc on ne marque rien et on attendra de voir du coup à l'issue du bail l'arrangement qui peut être trouvé entre propriétaire et locataire. Donc voilà, donc, un grand avantage et qu'on utilise en pratique de plus en plus. Voilà. Merci. Je vois qu'on a quelques questions. Je vais faire une petite conclusion rapide. Donc le GAEC, par principe, on l'a vu, chaque associé est considéré comme entrepreneur individuel. Donc les aides et les avantages fiscaux sont calculés par personne, ce qui les maximise, je pense notamment aux aides PAC, aux exonérations de plus-value, DEP. Par contre, le problème du GAEC, c'est cette question d'agrément. Il faut travailler à 100% sur l'exploitation. On ne peut pas travailler à l'extérieur. Ce qui peut être bloquant en fonction de l'organisation dans la société. C'est pour ça que la SCEA est beaucoup plus souple. Le choix entre GAEC et SCEA sera toujours au cas par cas. Et ce sont leurs principales différences. Donc, alors, on va regarder un petit peu les questions. Désolée, je n'ai pas vu toutes les questions qui s'étaient posées. Ok. Alors, comme ça, j'ai soumis. Cette activité en GAEC peut être mise attends, il y a un petit smiley, dans le seul champ de la TVA. Mise dans le champ de la TVA. C'est une activité en GAEC. Ah oui, pardon. Activité hors TVA? Non, dans le champ de la TVA. Je comprends la question. Est-ce qu'elles sont dans le champ de la TVA? Ah oui. Ben, un GAEC, non seulement ses bénéfices agricoles, mais il a la TVA agricole comme n'importe quel exploitant. Et toutes les activités, donc achat-vente, sont taxables, sauf celles qui sont exonérées, les aides, les subventions, des choses comme ça. Mais dans un GAEC, la TVA agricole s'applique. Est-ce que la SCEA peut avoir une activité principale d'achat d'arbres jeunes sur pied et revente une fois les arbres à maturité? Bonne question, je vais regarder ce que j'ai pas la réponse. Eh bien, quand même, le principe d'une société agricole, c'est le caractère agricole. Donc, il faut effectivement produire. Oui, mettre en valeur. Donc, a priori, il y a une activité de production. J'aurais tendance à dire que oui, effectivement. J'aurais tendance à dire que oui. Pour les enfants associés, ne peut-on pas limiter l'impact de leur responsabilité en faisant référence? Alors si, je sais que dans les sociétés civiles, comme pour les SCI, on peut limiter dans le statut leur responsabilité, mais je crois que cette clause, elle est inopposable aux banques, par exemple. Enfin, on va la mettre et on va aussi informer la banque de cette clause, mais je crois que ça n'est pas suffisant pour la rendre totalement opposable aux banques. Après, c'est vrai qu'en général, les mineurs dans les sociétés d'exploitation, on ne le fait jamais. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'utilité. Par contre, on dit est-ce que je peux donner une part à mes enfants pour qu'ils aient déjà une part dans la société, etc. Je vois pas trop d'intérêt. Souvent, quand on a des mineurs, c'est qu'on a un peu subi, entre guillemets, cette association. Je pense surtout à un décès, par exemple, où les parts tombent en succession et qu'on a les mineurs. Parce que ça veut dire juge des tutelles, etc. Donc, c'est souvent, on l'évite. Et puis, moi, je dis souvent à nos clients, dans tous les cas, si vous voulez qu'ils puissent après avoir les parts, on prévoit les agréments dans les statuts qui les permettent de les rendre automatiquement associés de la société en cas de décès, mais en tout cas, on ne les met pas d'emblée dans la société. Voilà. Alors, une SCA qui vient d'être créée et dont les produits agricoles ne sont pas encore arrivés à maturité, peut-elle en avoir en attendant une activité de location de ces bâtiments sans dépasser 100 000 €? Donc, c'est-à-dire qu'elle louerait ces bâtiments agricoles à un tiers, si je comprends bien la question, et je pense que ça ne pose pas de difficulté, que ce n'est pas une activité non plus commerciale, parce que louer des bâtiments agricoles, c'est des revenus fonciers, je pense. Non, enfin, si. Alors, est-ce que vous pouvez redéfinir la SCEA qui vient d'être
créés et dont les produits agricoles ne sont pas encore rémunérés. Quand vous dites les produits agricoles, si c'est les cultures en terre, hein, bah, les cultures en terre ont été cédées à la SCEA par le biais des comptes courants associés. C'est par exemple les bouteilles de champagne qui ont été faites avec Monsieur Dupont, et la SCEA ne s'appelle pas comme ça, donc l'exploitant a le temps de les vendre sur la durée, il reste exploitant agricole. Mais si vous mettez un hangar, à titre privé à disposition de la SCEA, oui, c'est des revenus fonciers, Oui, là. c'est C'est ça. des revenus fonciers. Je pense que ça pose. On n'est plus dans ces limites de 100 000 euros qui s'appliquent au Non. BIC, mais Oui, l'activité commerciale, oui. je pense que ça Mais pose- en général, alors, sauf chose très particulière, quand une SCEA, un GAEC ou une URL se crée, l'actif immobilisé, enfin grosso modo, tout l'actif production est vendu contre des parts sociales, mais tout ce qui était fait et non maturé, donc non vendable, on fait toujours des sociétés en septembre-octobre, c'est en terre, et la récolte se fera 6 mois ou 10 mois plus tard, on fait une vente. Alors, il faut calculer les anciennetés, les allers-retours, il y a tout un calcul très précis à faire. Et c'est ce qui fait que, tout à l'heure, je vous indiquais, on a des comptes courants associés relativement importants, qui sont l'équivalent des choses en terre ou du cheptel, les animaux, les vaches laitières ou les troupeaux divers et variés. Alors, une SCA peut-elle avoir une activité accessoire commerciale dans la limite de 10% de son chiffre d'affaires, comme une société civile classique? Oui, c'est ah ben, 50%, une société, une SCA, une ORL 50%, ouais. peut faire des prestations agricoles. Alors, alors on dit toujours dans le prolongement de l'agriculture, c'est par exemple faire de l'entreprise de travaux agricoles ou viticoles, ou sur le prolongement, c'est vente de produits agricoles à la ferme, enfin dans une structure hors foncier, mais dans le prolongement sur le support. Et tant que ça ne dépasse pas les seuils qui viennent d'être indiqués, ça reste du BA. Et le jour où on dépasse des seuils, là, on passe à l'IS, parce que là, il y a une activité commerciale, même si elle n'est pas prépondérante, qui entraîne à l'IS de droit. Et si l'année d'après, on redescend dessous des seuils, on revient en BA. Et souvent, si c'est pour une activité, et on voit de plus en plus des exploitants qui font des produits à la ferme ou de l'activité de location de matériel, on monte carrément une URL ou une CRL. Est-ce qu'au moins un associé de SCEA doit être exploitant agricole? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que alors nous on le fait toujours pour des raisons d'impact, etc. Et aussi de comment dirais-je de cotisation MSA parce qu'on pourrait imaginer alors associé exploitant oui, mais parfois on a des cas où alors je ne sais pas si Alain tu as déjà eu ce cas-là, mais on a un gérant non associé de la société pour éviter justement tout ce qui est cotisation, etc. Mais c'est des cas très extrêmes. Moi, j'ai même réussi à avoir une SCA où le gérant était la holding. Mais on est dans des schémas très pointus et complexes. Mais souvent, comme toujours, c'est pas italien, il faut un pilote dans l'avion. Et il faut quand même un agriculteur. Et qui soit quand même le gestionnaire, le correspondant, enfin celui qui fait tourner la boutique. Hein, c'est tout bête ce que je vous dis là. Et puis on va dire aussi un exploitant qui a des revenus agricoles et qui cotise pour sa retraite. Il faut au moins un pilote dans l'avion. Tout à fait. Et donc il y a toutes ces raisons, surtout pour le foncier. En général, il y a toujours des baux, etc. mis à disposition. Donc, nécessairement, vous avez besoin d'avoir un associé exploitant. Pour des raisons d'être PAC, etc. Il y a de plus en plus de critères et donc il faut un associé effectivement en place. Et puis un minimum, voilà, même si on essaye d'optimiser fiscalement les situations, un minimum de cotisation MSA versé réglé sur une rémunération attribuée à notre associé exploitant gérant. N'oubliez pas que la définition d'agriculteur, c'est d'avoir un support foncier, c'est d'être inscrit à la MSA. Et j'allais dire, être inscrit à la MSA, c'est quelqu'un qui a la compétence et des diplômes, hein, en gros. Donc, c'est souvent une personnalité physique, une personne physique. Donc, au moins une part dans la société par l'associé exploitant. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que ça répond à toutes vos questions? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Il nous reste on attend encore un petit peu. Et les formations. Existe-t-il des formations complètes en compta agri, droit rural, fiscalité agricole? Eh bien, vous me donnez une ouverture pour mes derniers mots. Oui,
C'est le but de ce comité. Notre projet, c'est de proposer des formations pour les experts. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiteriez voir, apprendre dans l'espace chat directement sur le site de l'Ordre. Tout. Alors, on a du pain sur la planche, oui. De toute façon, ce qui est prévu, c'est de faire des blocs sur les transmissions, des blocs sur la fiscalité, sur la compta. Voir par exemple le sujet des stocks qui est spécifique au milieu agricole. Donc tout ça arrive en 2026. Et voilà, n'hésitez pas dans l'espace chat à nous dire précisément les sujets que vous aimeriez traiter. Mais ces sujets arrivent. C'est vrai qu'on a parlé bon, on a commencé par les sociétés agricoles, c'était bien, c'est on va dire un peu une base et les points de réflexe, mais on aborde plein d'autres sujets un peu en parallèle, donc on est un peu généraliste dans nos explications, mais encore une fois, je pense que ça a plus d'intérêt plutôt que de vous ouvrir le code rural et de vous dire, alors pour créer une société, il faut, enfin voilà, de vous lire un peu les textes, etc. C'est vraiment pour avoir un peu une vision d'ensemble et tous les petits points de réflexe qu'on peut avoir quand on met en place une société. Alors, une nouvelle question. Le conjoint non agriculteur qui s'associe dans la SCEA peut-il être directement agriculteur sans attendre le délai de 5 ans? Non. Alors, je suis une agricultrice. Du coup, oui, vous pouvez être, vous pouvez être associé exploitant de la société sans aucun diplôme agricole. C'est juste une question d'obtention de la capacité agricole par la suite, mais on peut être associé exploitant sans aucun diplôme agricole. Et dans ce cas-là, il faudra simplement, alors c'est un petit point particulier, demander une autorisation d'exploiter. Voilà. Enfin, pour pouvoir être autorisé, être associé exploitant d'une structure. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Quelle structure choisir pour des non-résidents qui veulent acheter de livrets et produire de l'huile d'olive, pardon. Et ben moi, j'ai le cas d'olive dans le sud de la France, à côté de Montpellier, et c'était une SCEA tout simplement, une société civile agricole, enfin une SCEA. Alors, le cas des non-résidents, ça, je n'ai jamais eu le cas par contre, mais dans tous les cas, il faut une société en France pour pouvoir exploiter, donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à avoir une SCEA dans ce cas présent. Alors, existe-t-il des situations de SCEA qui redeviennent une GAEC? Moi, ça m'est jamais arrivé dans ce sens-là. Mais oui, c'est possible. C'est possible. On peut Après, c'est un problème de génération. Quand on a des gens, enfin, souvent les GAEC à l'époque 62-60, voilà, c'était souvent le papa et le fils ou les frères. Après, en fonction de divers critères, il y a eu des plus et des moins. Et si des neveux ou des cousins retravaillent ensemble, rien n'empêche de retransformer la SCEA en GAEC. Tout à fait. Mais il faut voir l'historique fiscal. Enfin, oui, le principe est OK, mais après, une autre réflexion quand même. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut passer d'une ERL à une SCEA à un GAEC, tout est possible. Et comme le dit Alain, en regardant un peu l'historique, on se travaille un peu d'audit à faire avant de se lancer dans un GAEC. Bon, eh bien, on espère que cette présentation vous a plu. Dans 2 semaines, la prochaine portera sur les EPA et les sociétés foncières, donc les GFA et GFR. Ophélie et Pascal présenteront en tant que notaire. Alain sera là aussi pour nous parler des ETA. Donc, à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée, et à bientôt. Bonne journée, au revoir.